Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé pour tous de TDM Santé Innove. La nouvelle saison de notre podcast s'ouvre avec ce premier épisode consacré à une thématique d'actualité, à savoir l'innovation santé et son impact socio-économique. Comment l'innovation ou les innovations santé peuvent contribuer à répondre aux défis les plus urgents des systèmes de santé. Comment un bon système de santé peut être un catalyseur de croissance économique. Quel est l'impact de ces innovations sur la société et la croissance économique? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons l'honneur de recevoir au studio M. Nazim Sini, économiste et enseignant agrégé à l'Université Aix-Marseille, et Dr Yassine Mezaour, pharmacien hospitalier. Bonjour M. Nazim Sini, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'offrir cette opportunité de parler justement du lien étroit qui existe entre l'économie et la santé. Merci. Bienvenue Dr Yassine Mezaour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc il est clair qu'aujourd'hui, nous allons discuter un peu de l'approche liée à l'innovation et à l'économie. On sait que le développement technologique est une source de croissance économique. Est-ce que l'innovation en santé pourrait être justement un levier de croissance? Écoutez, totalement. Ce qu'il faut rappeler aux gens qui suivent ce podcast, c'est que d'abord, l'économie puise sa source dans l'innovation. Donc il y a un lien très étroit entre les découvertes scientifiques, le progrès technique, les ruptures technologiques dans la croissance économique. Et d'autant plus dans le domaine de la santé, parce que vous savez, la santé également puise sa source aussi dans l'innovation, puisqu'on va réfléchir au traitement de demain, également au parcours de soins de demain, pour améliorer constamment la santé des populations, ceux des particuliers, etc. Et aujourd'hui, l'innovation dans la santé contribue de manière claire, nous avons des études qui sont d'ailleurs prouvées, qui sont documentées, qui sont sourcées, que chaque innovation à travers, par exemple, des brevets, de nouvelles molécules, de nouvelles découvertes, contribue au bien-être de cette population qui, in fine, devient plus productive. Et cette productivité qui est gagnée amène des points supplémentaires de croissance. Il faut surtout aussi rappeler que, vous savez, la santé fait partie des piliers universels d'une société moderne, au même titre que l'éducation, et que donc, lorsqu'on mise et qu'on investit massivement, que ce soit des fonds publics ou des fonds privés, d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler, parce que je pense, et c'est ma vision qui m'est propre, qu'il ne faut pas reposer entièrement, on va dire, l'amélioration d'un système de santé sur les pouvoirs publics. Je pense que le secteur privé a aussi un rôle à jouer. Et donc, je vous disais que lorsqu'on investit dans ces deux piliers qui sont essentiels, avec un accès universel aux soins, un accès universel à l'éducation, ben on a une population qui est d'abord présente sur le marché du travail et qui apporte des points de croissance supplémentaires et qui contribue au développement économique du pays. Justement, à travers ces innovations, comment peuvent-elles se manifester ou comment elles peuvent se manifester justement pour cette inclusion sociale? Sur quel levier peut-on aussi travailler justement pour qu'on puisse faire cette inclusion sociale et améliorer peut-être les systèmes de santé aussi? Bien sûr. Écoutez, pour moi, je vois plusieurs leviers. C'est que ce qui est très important de rappeler, c'est que d'abord, l'innovation doit être adoptée par les usagers, qui sont donc les patients, mais aussi les professionnels de soins. Il y a aussi, je pense, un cadre réglementaire qu'il faut assouplir. Il faut absolument avoir des réglementations, des lois qui puissent être en phase avec l'époque dans laquelle nous vivons, cette époque de l'ultra-connectivité, cette époque de la saturation au niveau de l'information. D'ailleurs, vous le voyez, nous avons un taux de pénétration du téléphone mobile et du smartphone qui frôle les 100%. Alors, la téléphonie mobile, c'est même 120%, mais le smartphone, c'est quasiment 100%. Donc, on peut espérer, estimer, surtout avec les nouvelles générations, que l'une des entrées, des portes d'entrée vers un parcours de soins performant, c'est la téléphonie mobile, c'est le smartphone. Au même titre que la digitalisation, je pense notamment au dossier patient numérique, à cette capacité à ce qu'il y ait une transversalité entre les différents professionnels de santé, peuvent être des éléments qui peuvent améliorer le parcours de soins, offrir justement aux patients des facilitations qui elles-mêmes vont générer justement un bénéfice pour la collectivité et donc, encore une fois, qui par conséquence va amener une croissance économique. Tout à fait. Vous plaidez une approche intégrée du développement où la santé devient un pilier stratégique, au même titre d'ailleurs que l'éducation, l'innovation et les infrastructures. Comment le système de santé peut être un catalyseur de croissance économique?
Écoutez, le système de santé, d'abord, si vous voulez, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire, il faut comprendre que dans la vie d'un être humain, vous savez, j'en parlais d'ailleurs à l'une des conférences récemment qui a été organisée sur le Roche Impact Health Forum, où je disais justement que, vous savez, la santé des individus, dans la pyramide de Maslow, fait partie des besoins les plus élémentaires, quasiment au même titre que des besoins physiologiques, et de se nourrir, et de boire et de se loger. Et j'estime que la santé, c'est un des piliers essentiels dans la vie d'un individu. Il suffit d'observer comment nous avons gagné en espérance de vie, comment nous avons réduit le taux de mortalité et l'incidence directe qu'elle a eue sur le développement et l'essor des économies du monde entier. D'ailleurs, vous le voyez, aujourd'hui, les pays émergents arrivent à rattraper plus ou moins leur retard, pas sur des éléments financiers, mais sur deux piliers. Des éléments d'éducation. Nous avons dans certaines zones du continent africain et asiatique un capital humain, un capital de formation qui est excellent, ce qui permet justement de réduire l'écart de richesse avec certains pays dits matures, mais aussi les systèmes de santé. Et pour vous dire à quel point il est essentiel, vous pouvez être une des premières puissances économiques mondiales, comme l'Inde, qui est dans le top 3 des économies les plus puissantes, être le pays le plus peuplé au monde, c'est le cas de l'Inde, mais avoir un système de santé complètement délabré. D'ailleurs, il suffit de voir leur espérance de vie, elle est de 68 ans, donc elle est moins que la moyenne mondiale, qui est elle de 72 ans. Donc c'est pour vous dire à quel point on ne peut envisager un développement économique, financier, technologique, sans avoir assuré au préalable le développement et l'essor de la santé de sa population. Oui, effectivement, pendant le forum qui a été organisé par Roche, donc le forum Roche Health Impact 2025, vous avez insisté, vous avez aussi relevé l'impact de ces innovations sur la société et sur le système économique. Vous avez insisté aussi sur le fait que nous devons prendre en charge les personnes dans leur travail déjà au sein de l'entreprise. Et à ce moment-là, vous avez évoqué l'idée de la médecine du travail. Comment cela pourrait justement se faire? Bien sûr, chez nous, ça existe, la médecine du travail. Mais qu'est-ce que ça aurait comme impact à long terme? Écoutez, docteur Mézard pourra vous l'expliquer aussi un peu mieux que moi, parce que moi je ne suis pas médecin, je suis un économiste, j'analyse uniquement les impacts socio-économiques. Oui. Mais clairement, c'est qu'en fait, vous savez, je pense que la médecine du travail, d'abord, elle a un très grand rôle en matière de prévention, en matière de dépistage, ce qu'on appelle les maladies évitables. Elle peut aussi jouer un rôle pour, vous savez, on vit une époque où nous avons, ne serait-ce qu'en Algérie, 12 millions d'actifs, donc de personnes qui sont présentes sur le marché du travail. À l'horizon de 2030, elles seront 15 millions. Donc vous imaginez ces 15 millions de personnes qui potentiellement sont exposées à des risques de maladies professionnelles liées à la posture, liées à la surexposition des écrans, etc. Et je pense que la médecine du travail a un rôle central dans ce qu'on appelle l'accès primaire aux soins ou la prévention primaire, notamment en matière de prévention, de lutte contre les maladies, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut donner à la médecine du travail d'abord les moyens, les ressources nécessaires, leur inculquer un management et un système de gouvernance qui soit moderne, qui soit en phase avec les exigences des salariés et des cadres, parce qu'on parle souvent des ouvriers sur des postes ou des fonctions pénibles, mais on oublie qu'il existe aussi des maladies socio-professionnelles sur les hauts cadres, qui sont liées à un stress permanent, qui sont liées au burn-out. Est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, nous avons des études précises sur le taux de burn-out ou de maladie mentale plus globalement? Donc c'est là où je trouve que la médecine du travail devrait être un réceptacle ou un catalyseur, vous avez utilisé le mot, pour justement repérer, déceler, prévenir, et puis pourquoi pas à mettre en place un système curatif par la suite. Oui, d'ailleurs, la santé des travailleurs évoque également la santé de l'entreprise. Tout à fait, mais bien sûr, les deux sont liés. Vous savez, on pense trop souvent au capital financier, mais pour moi, le vrai socle d'une entreprise, c'est le capital humain. Donc si vous ne prenez pas soin de votre capital humain, vous ne pouvez pas espérer une pérennité de votre entreprise. C'est important d'investir dans la santé déjà de l'humain, bien sûr, pour avoir une entreprise en bonne santé. Exactement, mais je veux dire, au-delà de la santé physique, c'est surtout la santé mentale. Absolument, c'est pour important. Moi, un des éléments essentiels dans l'organisation d'une entreprise. Justement, l'impact des innovations dans la santé, les innovations de santé sur la santé déjà elle-même, de nos patients qui sont, vous êtes pharmacien, vous êtes confronté tous les jours à une activité intense en termes de soins. À l'hôpital, vous êtes au centre Pierre et Marie Curie, donc j'imagine que vous êtes là à recevoir beaucoup de demandes en termes de soins, notamment les thérapeutiques. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a bien compris que l'innovation santé a un grand impact sur le bien-être des citoyens,
que ce soit bien sûr notamment les patients. Comment vous pouvez nous expliquer un peu ces impacts sociétals au fait des innovations sur une population donnée, notamment en Algérie? Alors, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est par rapport, si on prend l'exemple du cancer du sein, les évolutions qu'ont connues les thérapeutiques, elles sont véritablement importantes et on les a ressenties depuis 2008, quand on a eu les premières thérapies ciblées qui sont entrées dans le cancer du sein. Et puis dernièrement, les immunothérapies, depuis maintenant 2023, on a reçu de nouvelles molécules qui ont clairement démontré une efficacité clinique qui est observable, qui est vérifiable, et qui forcément va avoir un impact économique puisque ces thérapeutiques ont vocation à réduire l'incapacité des patientes. C'est des patientes qui vont être en capacité de travailler, qui vont être en capacité de produire. Hier, dans le forum Health de Roche, qui a été organisé hier, on avait une chirurgienne qui était parmi nous, qui expliquait que nous avions souvent affaire à des patientes qui étaient volontaires et qui voulaient reprendre leur travail, leur activité, j'allais dire, économique, le plus rapidement possible. Quand c'est des thérapeutiques qui ont vocation à améliorer, j'allais dire, l'efficacité clinique et accessoirement, j'allais dire, la capacité de travailler, c'est excellent pour l'activité économique. On a vu que les deux organismes internationaux que sont la Banque mondiale et l'OMS s'accordaient, ces deux organismes que tout oppose, s'accordaient à dire qu'il fallait investir sur la recherche en innovation et axer vers la couverture santé universelle, et qui avait mis pour l'Afrique du moins un objectif 2060, c'est-à-dire 2063, pour atteindre cette couverture santé universelle, qui est atteinte en Algérie, mais qui a donc vocation à aller plus loin en allant vers l'innovation. On avait vu hier sur la présentation qui a été faite hier, l'homototicité des deux graphes qui présentait le point de croissance avec l'investissement dans la santé. C'est-à-dire ces deux véritablement paramètres qui ne s'opposent pas, qui se complètent. Et il faut investir, on insiste sur ce point, il faut investir sur les innovants et ne pas les voir comme un poste de dépense. C'est une dépense, mais sur laquelle, et aussi hier, ça a été dit par les experts, il fallait avoir, j'allais dire, un horizon temporel qui soit beaucoup plus grand, ne pas s'arrêter sur l'année, mais sur le plus long cours pour voir l'efficacité de ces thérapeutiques. Et pourvu que ces malades arrivent tôt déjà, qu'on puisse les diagnostiquer tôt pour que justement que ces innovations soient efficaces. Qu'en est-il notamment en termes de diagnostic chez nous et du dépistage? Là aussi, c'était un volet qui a été abordé hier, où on avait parmi nous également une chirurgienne qui expliquait qu'ils avaient de moins en moins de tumeurs qui étaient plus grosses. On avait des tumeurs qui étaient beaucoup plus petites au moment du dépistage, ce qui démontre que quelque part, notre dépistage s'est amélioré. On a de moins en moins de patientes qui sont à des stades métastatiques. Là aussi, ça démontre, là encore une fois, que nous sommes en train de dépister très tôt. On n'a pas atteint l'objectif ultime, celui de véritablement organiser des campagnes de dépistage. Encore une fois, ça ne relève pas du secteur de la santé, c'est multisectoriel pour avoir un dépistage secondaire important. C'est forcément une trajectoire qu'on doit prendre, mais pour l'instant, il y a une amélioration qui est visible et qui est sensible. Justement, notre pays est doté de tous les moyens, notamment thérapeutiques et de diagnostic. Bon, il reste que nous avons encore des petites insuffisances, notamment dans le diagnostic, par exemple, pour tout ce qui est les facteurs génétiques, qu'on pouvait éventuellement renforcer, parce que c'est important pour qu'on puisse mettre ces innovations en place. Il est vrai que les innovations actuelles, c'est vrai que nous étions habitués aux premières thérapies ciblées, qui se contentaient de l'immunohistochimie, qui a été beaucoup développée dans nos services d'anatomopathologie. On a effectivement maintenant le concept, je veux dire, du diagnostic génétique, parce qu'on va avoir de plus en plus de la médecine personnalisée, pour laquelle donc, il faut avoir un plateau technique qui est adapté à ces thérapeutiques. Donc là aussi, il y a un investissement qui devra être fait dans le diagnostic, en l'occurrence la génétique. Ça va devenir nécessaire. Et on a la chance d'avoir parmi nous des partenaires donc, laboratoires qui peuvent investir sur la formation et l'inclusion de ces investissements qui sont importants au départ, mais qui vont dans le temps s'amortir, puisqu'ils permettront non seulement de mieux cibler les thérapeutiques, c'est-à-dire c'est des thérapeutiques qui seront données à des patientes sur lesquelles ils auront le meilleur résultat possible. C'est-à-dire on n'aura pas, si vous voulez, des pertes sur les chances de réussite d'une thérapeutique. Si on fait un bon ciblage de traitement, on va avoir de meilleurs résultats. Ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Oui, effectivement. Et donc, la croissance, au fait, économique est directement liée à l'amélioration de la santé
notamment des femmes, parce qu'on a parlé à l'occasion de la journée mondiale de la santé, qui est mise sous le thème la santé de la femme et de l'enfant. Donc je pense qu'aussi c'est important aujourd'hui d'améliorer la santé de la femme et de la mère. Donc il est important aujourd'hui d'améliorer toute la santé de la femme, qu'elle soit maternelle, et puis même pour toutes ces pathologies non transmissibles, notamment le cancer, qui est quand même important chez nous, dans notre pays. Le cancer du sein figure parmi les premiers cancers de la femme et qui touche quand même la femme jeune dans notre pays. Vous confirmez, docteur Messaour? Je confirme. Effectivement, c'est bien de rappeler qu'effectivement le Web Forum le Forum Health qui a été organisé hier, il a été organisé dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, organisée par l'OMS tous les 7 avril. On l'a organisé un peu en avance, mais effectivement, c'était la santé maternelle qui était placée en avant. Et bien entendu, le cancer du sein touche ces femmes qui sont appelées à avoir des enfants. Et donc, en Algérie, c'est une particularité où on en retrouve ce cancer du sein chez la femme jeune. Et il faut savoir que le fait de l'avoir jeune, c'est un facteur péjoratif, c'est-à-dire que c'est des cancers le plus souvent qui sont très violents, qui sont donc très mauvais pronostics. Donc, il est important pour nous, encore une fois, d'avoir une médecine personnalisée, donc avoir un plateau technique qui pourra justement rechercher le type de cancer qu'ont ces femmes pour avoir la thérapeutique la meilleure pour ces patients. Ce qui pourrait rendre aussi ces innovations efficaces au fait. Absolument. Aussi. Et éviter l'échec thérapeutique. C'est ce qui est redouté par les oncologues, c'est de tomber dans cet échec thérapeutique qui est souvent expliqué parce qu'on a fait au départ, on a fait un mauvais ciblage qui est parfois amélioré grâce au typage génétique. Vous avez aussi développé hier l'idée de prendre la valeur de l'impact sociétal comme étant une valeur qui doit être prise en compte par nos décideurs et aussi qui pourra permettre à aider à prendre la décision. Comment cela pourrait se faire? Dans quelle mesure cela pourrait se faire? L'impact sociétal, on l'a compris aujourd'hui, c'est parce qu'on ne s'arrête pas qu'à l'impact économique. L'impact sociétal, il est à prendre en compte, puisque c'est par ce biais que souvent on peut convaincre les politiques pour justement améliorer les dotations budgétaires en santé et leur expliquer le retour, j'allais dire, il n'est pas que économique direct, il est également sociétal, parce que ces femmes ont des parents, ont des enfants. Donc l'impact du traitement de cette femme, il est nécessaire parce que souvent les femmes sont le pilier des familles. Donc c'est toute une famille qui est effondrée si on a une patiente qui est en souffrance. Donc expliquer que l'impact sociétal attendu d'une thérapeutique qui fonctionne est bénéfique pour la société, il est également bénéfique pour l'économie. C'est-à-dire raccorder l'impact sociétal à l'impact économique. C'est-à-dire que ce sont deux impacts qui se rejoignent, in fine, et qui donc ont vocation à, à convaincre les politiques pour justement accorder des financements actuellement, ce sont ces financements qui nous permettent d'avoir ces innovations. Très bien. Très bien. Je rappelle donc que l'événement qui a été organisé hier où vous étiez présent, donc c'est le Roche Health Impact 2025 qui a réuni des experts économistes, universitaires, pharmaciens, représentants du ministère de la Santé d'ailleurs et des professionnels des médias, et qui avait pour objectif d'explorer le rôle crucial des innovations médicales dans le développement socio-économique de l'Algérie. Donc il est important aussi de dire que l'impact social sur lequel vous avez insisté est important pour pouvoir prendre des décisions. Et ça nous permettra aussi d'aller vers une économie plus importante. Comment, M. Sini, on peut justement, parce que je vais revenir à l'étude que vous avez lancée, qu'est-ce qui pourra nous aider justement à promouvoir ces valeurs de l'impact sociétal, nos décideurs, pour qu'ils puissent justement prendre en compte l'importance de l'impact sociétal? Écoutez, il faut, moi il me semble, multiplier ce type de rencontres. Parce que ce qu'a fait le groupe Roche, pour moi, est vraiment très bien parce qu'ils ont permis de créer un espace d'échange, de réflexion, où ils ont réussi à réunir autour d'une table plusieurs experts multidisciplinaires, des institutionnels, des industriels, des professionnels de la santé, des pharmaciens, des médecins et des économistes comme nous, pour justement se mettre autour d'une table et élaborer des stratégies ou du moins de discuter sur les voies à mettre en œuvre pour améliorer les politiques publiques en matière de santé. Parce que vous savez, aujourd'hui, un décideur politique a besoin d'être convaincu avec des éléments palpables. Le problème, c'est que la santé est intangible. Vous avez beau investir des milliards de dollars dans une politique publique, mais vous ne verrez pas les fruits de cet investissement, comme le disait le docteur ici présent, pas sur 1 an ou 2 ans, c'est plutôt presque sur une génération. Et puis aussi, on évoque assez peu souvent les facteurs exogènes
qui touchent notamment le cancer et l'oncologie, notamment notre mode de vie, la pollution, les additifs chimiques, les perturbateurs endocriniens en quelque sorte. Et là aussi, je pense qu'il va falloir une imbrication et une meilleure collaboration. D'ailleurs, c'était ce que nous avons dit durant les débats. D'ailleurs, une des recommandations, c'était une coordination. Absolument. Une coordination, parce que nous avons l'impression, et ce n'est pas une critique, hein, c'est vraiment pour améliorer le débat. Chacun travaille en silo. Oui. Je dirais même pas en solo, c'est en silo. Oui. C'est-à-dire que voilà, tout le monde travaille de manière compartimentée, alors que je pense qu'on gagnerait en efficacité et même en efficience si tous les acteurs de la santé, couplés avec les sociologues et les économistes, pouvaient travailler de manière coordonnée avec des objectifs communs, évidemment chacun dans son domaine d'expertise et son domaine de compétences, mais je pense qu'il va falloir aussi faire de la prévention et puis de la sensibilisation, même auprès des décideurs politiques. Une de vos propositions d'ailleurs qu'on pourrait garder comme recommandation aussi et qui revient d'ailleurs dans vos discours à chaque fois, dans vos conférences, c'est aussi ramener les relations entre public et privé qui pourraient nous aider. Comment cela pourrait aussi se mettre en place chez nous ? Écoutez, ça peut se matérialiser par de la signature de conventions, mais surtout, pour moi, la véritable passerelle, elle est entre les laboratoires, les industriels privés et publics, mais aussi les pouvoirs publics. Les professionnels de la santé. Les professionnels de la santé, exactement. Et ça peut être justement à travers des think tanks, ça peut être à travers des projets collaboratifs sur lesquels ils peuvent travailler et réfléchir à des solutions. Notamment, c'est comment on peut généraliser le dépistage, notamment pour les jeunes femmes. Comment on peut sensibiliser la population, surtout celle qui est la plus reculée, parce que vous savez, nous avons un territoire qui est vaste. Bon, certes, 80% de la population algérienne est urbanisée, mais on n'oublie pas les 20% qui sont isolés. Et puis se servir évidemment de l'innovation. Vous avez parlé d'innovation. Nous avons des ruptures technologiques à venir qui vont bouleverser la médecine. L'intelligence artificielle, et puis même la télémédecine, qui maintenant existe depuis presque une vingtaine d'années dans certains pays. Et qui a rendu service aussi. Le Covid nous a bien montré l'intérêt. Et vous savez, l'inclusion sociale passe par un accès universel aux soins. Pour moi, encore une fois, on va revenir à notre proposition du début, c'est l'accès à l'éducation et l'accès à la santé qui doivent être un devoir de la société et de la collectivité. C'est quelque chose que l'on doit offrir à tout citoyen, quel que soit son niveau de vie, quel que soit son lieu d'habitation, etc. Et ça passe par des politiques publiques qui soient très ambitieuses, mais accompagnées aussi des acteurs de la santé, pour leur faire remonter aussi des informations. Vous savez, parfois, j'ai remarqué, il n'y a pas une mauvaise volonté des pouvoirs publics. Ce n'est pas vrai. Vous ne trouverez jamais un décideur politique qui va vous dire la santé, je la néglige, et l'éducation aussi. Au contraire, il y a un investissement grandiose dans notre pays. Vous prenez les principaux dépenses budgétaires de l'État algérien, c'est la santé et l'éducation. Absolument. Mais par contre, comment on explique aujourd'hui qu'il y a un manque d'efficience? Donc ça veut dire qu'il y a à un moment donné un manque d'information, il y a un manque de coordination et une communication qui ne remonte pas aux décideurs. Et c'est là où des personnes comme le docteur ici peuvent avoir un rôle à jouer, et même nous aussi à travers des rapports, etc., pour rendre les choses palpables. D'ailleurs, un exemple de projet public-privé qui a été présenté hier aussi, dont les résultats, nous ne les avons pas encore, c'est cette étude de l'impact des innovations sur le développement socio-économique et aussi sur la santé des citoyens. Et vous l'avez bien mentionné pendant le forum. Donc, il s'agit d'une étude sur l'impact socio-économique des innovations médicales et des politiques de santé en Algérie, donc menée en partenariat avec l'Institut WIFOR en Allemagne, la faculté de pharmacie, et qui est bien sûr avec le laboratoire Roche, qui est en cours. L'objectif de cette étude, maintenant on parlait justement des projets publics-privés, privé c'est Roche, et puis l'université qui est publique, c'est extraordinaire, il y a les professionnels de la santé. Vous êtes au niveau de la faculté de pharmacie, aujourd'hui vous enseignez à la faculté, donc vous menez des projets aussi par ailleurs. Quel est l'objectif de cette étude, notamment pour notre pays ? Alors l'objectif de cette étude, justement, c'est d'apporter des indicateurs au pouvoir public, au pouvoir politique, pour leur démontrer l'efficacité de l'introduction des innovations. Parce que justement, quand on investit dans ces innovations, ce qui nous est reproché souvent, c'est de ne pas avoir d'indicateurs qui nous montrent tangiblement, physiquement, l'impact de l'introduction de cette innovation.
C'est pourquoi on a fait, avec la faculté de pharmacie et Laboratoire Roche, on a fait un Et partenariat oui, qui nous a permis justement d'avoir accès à cet institut allemand qui a pour habitude de travailler avec des institutions, des gouvernements et des entreprises privées. Le but, c'est effectivement de rechercher l'impact sociétal et économique, par ailleurs, sur la pathologie qui est le cancer du sein HER2 positif, chez des patientes atteintes de cancer du sein HER2 positif, mais également sur la sclérose en plaques et également les rétinopathies. En fait, c'est des pathologies lourdes qui nécessitent des budgets quand même pour lesquelles importants. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'apports pharmaceutiques, mais dont les coûts sont très élevés. Donc il est important d'avoir des outils qui nous permettront d'avoir des jauges, des indicateurs qui nous démontrent l'intérêt de l'implémentation de ces thérapeutiques à notre système de santé. Donc, l'ambition qu'on a avec ce travail, c'est justement de le démontrer. Donc, c'est un travail qui est rétrospectif, c'est-à-dire qu'il va prendre de 2017 à 2032. On va voir comment est-ce que ces innovations, une fois introduites en 2023 en Algérie, quel a été l'impact de ces innovations en termes d'efficacité clinique, en termes de réduction d'absentéisme pour ces patientes. Oui, c'est important. Donc c'est important. Donc tout ça, on va essayer de le quantifier, de le mettre noir sur blanc et de le présenter au pouvoir public pour démontrer encore une fois l'intérêt de l'implémentation de ces thérapeutiques innovantes. On peut avoir en exclusivité quelques petits éléments de cette étude. On nous promet un résultat. On nous promet un résultat pour cette fin de mois. Donc on avait pour espoir de l'avoir pour hier justement, mais hélas le travail n'était pas encore finalisé. Mais on a espoir de l'avoir pour très bientôt. C'est vraiment imminent et forcément on aura à le présenter avec la faculté de pharmacie et ce sera... On peut avoir quand même une information comment cette étude a été menée, c'est-à-dire depuis quand elle a été lancée. Elle a été démarrée depuis 1 an et elle est en cours. Donc on a fait une projection sur 2032, on a fait une projection sur l'implémentation de ces thérapeutiques et voir l'efficacité qu'a eu l'introduction de ces innovations. Donc c'est ça l'objectif de cette étude. Donc on est d'accord aujourd'hui qu'un système d'information est aujourd'hui indispensable pour qu'on puisse justement aider nos décideurs à aller de l'avant, enfin, en termes de décision, sachant que les thérapeutiques coûtent excessivement cher. Nos patients quand même sont de plus en plus nombreux, mais maintenant il faut personnaliser. Mais ma dernière question quand même à vous deux, Monsieur Mezaour, Docteur Mezaour et Monsieur Sini, c'est par rapport justement comment la collecte et le partage d'informations pourraient justement nous aider peuvent-elles améliorer l'optimisation du parcours de soins? Comment on peut, à travers les données et leur partage, comment on peut optimiser le parcours de soins sur le plan, bien sûr, thérapeutique et le parcours du soin, du diagnostic jusqu'à la prise en charge totale? C'est un point qui a été effectivement soulevé hier, qui a montré qu'effectivement on a une pauvreté en data. Les data sont essentiels, on l'a compris maintenant, qu'il était important d'abord, pour exprimer des besoins, il était important qu'on sache exactement de ce que nous avions besoin. Donc on avait effectivement des registres cancers qui sont présents maintenant dans le registre national des cancers. Voilà, on connaît un peu l'incidence des pathologies, on connaît maintenant la prévalence, etc. Donc les données épidémiologiques, on les a. On a simplement maintenant à rechercher au niveau de chaque établissement de santé de faire des évaluations de performance de ces établissements de santé pour justement orienter les ressources financières là où les établissements fonctionnent le plus, là où les patients s'orientent le plus. C'est-à-dire pour ne pas se disperser et optimiser encore une fois le financement. Donc là aussi, c'est un point qui est crucial pour nous, c'est de véritablement optimiser le financement. Parce que si le financement existe, mais qu'on a parfois des points noirs sur certains établissements, ça peut être justifié par une mauvaise optimisation. Et cette mauvaise optimisation, elle est souvent liée à un manque de données. Et ces données, on l'a compris maintenant, elles sont essentielles pour non seulement connaître où vont les patients, qui fait quoi, à quelle j'allais dire, cadence, pour justement faire en sorte que ce financement aille là où le besoin se fait sentir le plus. C'est des données aussi qui peuvent nous aider aussi peut-être à l'échelle macro, j'imagine. Oui, à l'idée de mettre en place les budgets programmes, par exemple, qui a été adopté par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère des Finances. Donc c'est quelque chose qui pourra nous aider aussi. Clairement, parce que vous savez, les données d'abord, ce qui permettent, en fait, c'est une boussole qui permettent d'orienter les décisions publiques ou les décisions politiques. Vous savez, on dit que gouverner, c'est prévoir. Et on ne peut pas prévoir sans données. Donc c'est pour ça que la data, comme le disait mon cher ami, c'est qu'aujourd'hui, elles sont essentielles pour avoir une visibilité, pour pouvoir dégager des KPI, donc des indicateurs clés de performance, et pas que quantitatifs. On en parlait, vous l'avez dit à juste titre, nous avons une patientèle qui
qui grandit, avec notamment la démographie. Juste pour vous donner quelques chiffres, selon les estimations des Nations Unies, l'Algérie comptera 51 millions d'habitants à l'horizon de 2030 et quasiment 60 millions d'habitants à l'horizon de 2050. Donc vous imaginez, cette hausse démographique doit s'accompagner par une amélioration du parcours de soins, mais pas qu'une offre de soins quantitative. Il faut aussi prendre en compte des KPI qualitatifs. Nous avons une population qui est de plus en plus exigeante, qui est, encore une fois, je vous ai dit, urbanisée, qui est éduquée, qui est instruite et qui veut avoir une qualité de vie. Elle aspire plutôt à une qualité de vie qui soit aussi aux standards internationaux. Et donc, ça passe par un parcours de soins qui soit ciblé, qui soit personnalisé et qui réponde à ses aspirations. Encore plus si on lui demande un effort, une contribution financière, puisqu'on commence à évoquer dans notre pays l'assurance privée. Donc, elle est en droit d'exiger justement un accès qui soit de qualité. Donc c'est pour ça que pour moi, le cœur même du métier aujourd'hui des professionnels de santé, c'est de recueillir la donnée, d'en dégager des KPI pour en faire un outil d'aide à la décision. Donc il est quand même important aujourd'hui de le rappeler, ce lien étroit entre la santé et la bonne économie. Donc je ne sais pas si le terme est juste, mais de toutes les façons, il est important de travailler dessus. Peut-être qu'on a pris du retard, nous, on n'a pas compris, ou peut-être on n'avait pas les éléments. On devait gérer les urgences, pour tout vous dire. Donc vous savez, quand vous êtes un pays jeune comme le nôtre, qui est en voie de développement, en voie d'émergence, ben oui, vous devez travailler sur, par exemple, la tuberculose, sur des maladies d'un autre siècle. C'est les maladies transmissibles directement. Exactement. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, là, on arrive sur surtout ces 15 dernières années où nous avons d'autres pathologies. On parlait hier de l'obésité, par exemple, qui commence à toucher l'Algérie. C'était une pathologie qui n'existait pas il y a 30 ans. Qui est considérée aujourd'hui comme une pandémie, qu'on doit prendre en charge. Et puis, il y a d'autres pandémies qui pourraient surgir aussi. Et puis, c'est important de se préparer et de travailler sur la question de manière quand même assez précise. Donc je vous remercie tous les deux, docteur Mezaour, pour vos informations et puis bien sûr monsieur Simi pour votre réflexion sur la question liée à la santé et l'économie. Donc je vous remercie pour toutes vos réponses. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast Santé pour tous et à notre prochain rendez-vous. Merci.